Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'UMP a passé la première moitié de la semaine à fixer la ligne stratégique qui devait être la sienne pour le second tour des élections cantonales, dans les cantons où le Front National serait opposé au Parti Socialiste. Comment vous pouvez expliquer que ça a mis autant de temps de fixer cette ligne stratégique? Ça ne pouvait pas être prévu avant? Ah non, mais ça, on n'a pas mis de temps à la fixer. La ligne stratégique, comme vous dites, en fait, je l'ai annoncée dimanche soir au nom de l'ensemble de mes amis de l'UMP. Cette ligne, elle est très claire. Elle consiste à dire quoi? Dans les hypothèses où nous sommes dans un duel entre le Front National d'un côté et le Parti Socialiste de l'autre, pour ces cantonales, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, premier point, jamais d'alliance avec le Front National. Et je veux insister une nouvelle fois là-dessus, la ligne qui a été la nôtre a toujours été la même. Jamais d'alliance avec un parti avec lequel on ne partage pas les mêmes valeurs. Et là-dessus, on est parfaitement clair. Bon. Mais deuxièmement, on ne fait pas non plus de manière systématique de front républicain, c'est-à-dire d'appel à voter socialiste. Parce que je ne vois vraiment pas au nom de quoi on accréditerait l'un des arguments qu'utilise matin, midi et soir Madame Le Pen, qui consiste à dire l'UMP et le PS, c'est pareil. L'UMPS, dit-elle. Elle dit même la gauche et la droite, c'est la même chose. Eh bien, moi, je vous dis, la raison première pour laquelle, au nom de l'UMP, j'ai rappelé que ça ne pouvait pas être le Front républicain la réponse, c'est qu'en réalité, la gauche et la droite, c'est pas pareil. Ça, c'est la règle que vous édictez le dimanche, qui est la règle du ni Front républicain, ni Front national. Et le lundi, on a l'impression que François Fillon n'est pas tout à fait sur cette même ligne, puisqu'il lui dit il faut voter contre le Front national. Alors pourquoi fait-il cette nuance? Écoutez, ça, moi, je ne suis pas l'exégèse de sa pensée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dès le mardi, les choses ont été tout à fait clarifiées. Elles l'ont été autour du président de la République, au petit déjeuner de la majorité, et elles l'ont été surtout tout au long de la journée avec les députés de l'UMP qui, vous le savez, ont majoritairement, pour ne pas dire unanimement, apporté leur soutien à cette démarche, qui n'est pas une démarche facile, compte tenu de la situation. Mais enfin, il y a derrière ça un piège que nous voulons éviter, on n'est dupe de rien. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que, pour toute une série de raisons, le Front National veut faire croire que la gauche et la droite, c'est pas pareil. Que c'est pareil, alors que c'est l'inverse. Et la gauche, de son côté, veut nous donner des leçons de morale. Et je voudrais vous dire une chose. C'est que nous avons maintenant la preuve absolue, s'il en était encore besoin, que le Front républicain, l'idée que la droite doit appeler à voter pour la gauche, c'est simplement inacceptable. Pourquoi vous dites ça? Je découvre aujourd'hui même dans le Nouvel Observateur un appel solennel, comme on sait en faire au Nouvel Observateur, où l'on demande à l'UMP de renoncer à ce débat, qui pourtant est un débat de bon sens, que tous les Français souhaitent avoir, sur que veut dire la laïcité en 2011, de manière positive. Qu'est-ce que d'autre part on peut faire pour aider à constituer l'islam de France? Le débat que vous avez programmé que pour nous avons début programmé pour le 5 avril et que nous allons évidemment tenir le 5 avril. Eh bien, je découvre dans le Nouvel Observateur un appel qui est lancé par toutes les bonnes pensées, les bonnes consciences, pour que ce débat n'ait pas lieu. Qui signe dans cet appel? Madame Martine Aubry, premier secrétaire du Parti Socialiste, Monsieur Laurent Fabius et Monsieur Tariq Ramadan. Voilà donc des gens qui se retrouvent à signer ensemble ce même appel. Et vous croyez qu'on va être dupes? Vous voyez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire de Front républicain? Vous voyez pourquoi il n'est pas question que nous demandions à nos électeurs d'aller voter pour le Parti Socialiste? Vous en avez là une parfaite illustration. Cette hypocrisie, cette lâcheté du Parti Socialiste est inacceptable et elle est indigne de ce parti qui veut donner des leçons de morale toute la journée. Et je vais même plus loin. Figurez-vous que le 14 décembre 2010, à l'Assemblée nationale, le Parti Socialiste a organisé un débat sur le thème de la laïcité, où Madame Aubry a dénoncé les coups de boutoir contre la laïcité, où Monsieur Hérault a annoncé que vraiment on devait refuser la mixité, que s'opposait au refus de mixité, les questions des cours de sport, etc. Exactement les thématiques que nous avons prévu d'aborder le 5 avril. Donc je vais vous dire une chose, ce petit numéro politicien, nous allons le dénoncer, car il y a derrière tout cela une réalité, c'est que le Parti socialiste, dans cette affaire, co-signant un appel avec Tariq Ramadan, montre la réalité de ce qu'il est, un parti irresponsable. Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est que les leaders du Parti... Pardon, Karl Mayus, pour que tout soit clair. Tariq Ramadan, c'est le monsieur qui est très proche des frères musulmans, qui se dit professeur,
qui vit en Suisse et qui a, il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez, dans un débat face à Nicolas Sarkozy, indiqué que la lapidation des femmes, pour lui, ça méritait un débat, peut-être un moratoire, et en aucun cas une condamnation. Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est que les dirigeants du Parti socialiste qui ont signé cette pétition retirent leur signature, dénoncent... Oh là là, je demande rien de tout cela au Parti socialiste, je demande juste que les Français ouvrent les yeux. Voilà, je demande que les électeurs ouvrent les yeux, que ceux qui, pour toute une série de raisons, se sont détournés de l'UMP ou ne sont pas allés voter en pensant qu'en votant Front National pour exprimer leur exaspération, ils marquaient leur différence, qu'ils sachent que voter pour le Front National est une impasse, comme de la même manière que ceux qui, au nom de la bonne conscience, veulent absolument voir l'UMP voter pour le Parti socialiste, sachent que nous ne le ferons pas. Car il s'agit d'élections cantonales, c'est pas la République qui est en danger sur une élection cantonale, en revanche que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire, et je demande à nos électeurs de venir soutenir les candidats de l'UMP dimanche prochain. Justement, vous parliez des bonnes consciences, est-ce que vous mettez dans ce sac, j'allais dire, Frédéric Salabarou, un chiracien comme vous, qui a publié une tribune dans le Figaro hier, dans laquelle il regrette la position de l'UMP. Je le cite, que cette position ait ouvert une brèche dans la digue élevée par le général de Gaulle entre la droite et l'extrême droite. Oui, juste pour dire sur cette tribune dont les propos blessants m'ont touché. Oui, parce qu'il dit que l'UMP a adopté une ligne politique suicidaire. Voilà, parce que je trouve bien dommage que l'on puisse tenir des propos pareils en plein milieu d'un combat. Mais je veux simplement l'inviter à lire la tribune, lui aussi, la tribune du Nouvel Observateur, puisqu'il écrit des tribunes, il doit lire celle des autres, qu'il lise celle du Nouvel Observateur, qu'il voit l'alliance objective entre le Parti socialiste et Tariq Ramadan. Ce sera une manière pour lui de méditer sur la prochaine tribune qu'il lui arrivera peut-être d'écrire un jour. Au-delà des élections cantonales, la question du Front National, on le voit bien, marque une ligne de fracture peut-être au sein de l'UMP. Est-ce que vous craignez qu'au lendemain de ces élections, il y ait des tentations Je vais vous dire, Carmus, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, parce qu'en réalité, cette ligne politique, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'a pas été inventée autour d'un bureau entre deux personnes. C'est une ligne politique qui a été mûrement débattue, adoptée au bureau politique de l'UMP par toutes les sensibilités, y compris des personnalités, et y compris des personnalités aussi remarquables que celle de Pierre Méhaignerie, dont je veux dire qu'il a été très courageux. C'est la première fois qu'un responsable centriste de l'UMP a le courage de dire clairement et de manière lucide que la situation ne peut pas être celle d'un piège dans lequel on tomberait entre le Parti socialiste et le Front National. Donc je crois qu'aujourd'hui l'UMP, de ce point de vue en tout cas, sort renforcée de ce combat, même si sur le plan électoral, en revanche, il y a beaucoup à faire, parce qu'une telle abstention de la part de nos électeurs commande que nous réagissions au lendemain des cantonales pour la présidentielle. En même temps, cette semaine, Jean-Louis Borloo a dit qu'il voulait constituer une autre force politique. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous voulez le retenir? Est-ce que vous pouvez encore le retenir au sein de l'UMP? Je forme un vœu ardent, c'est que le Parti radical, qui est aujourd'hui une composante essentielle de l'UMP, qui a en son sein des députés, des élus de très grande qualité, dont j'ai veillé à ce que leurs paroles soient toujours entendues et respectées, je souhaite de tout cœur que le Parti radical ne quitte pas l'UMP. Nous avons besoin de tout le monde pour faire une grande famille politique. Nous sommes parfaitement capables, et j'en fais la preuve tous les jours, d'assurer la diversité au sein de notre famille politique. Et je le dis, je regretterais profondément que mes amis du Parti radical prennent cette décision de quitter l'UMP où ils ont toute leur place et où ils savent que je leur garantis une totale liberté d'expression et de moyens pour s'exprimer. Et donc il n'y a pas besoin, selon vous, d'un candidat centriste aux côtés du candidat Nicolas Sarkozy pour 2012. Je pense même qu'il affaiblirait, que cela affaiblirait notre camp, alors même que nous le savons, l'extrême droite d'un côté, la gauche de l'autre travaillent à la perte de notre famille politique. Deux questions qui n'ont pas trait directement à la politique nationale, mais à la politique internationale. La France est engagée militairement contre la Libye au sein d'une coalition. On avait cru comprendre au moment des négociations que la France ne voulait pas que ça se fasse dans le cadre de l'OTAN, qu'en tout cas que l'OTAN dirige les opérations. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est l'inverse qui se passe, que l'OTAN va être maître d'œuvre des opérations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé? Écoutez, là-dessus, moi je voudrais vous dire à titre personnel que je suis vraiment très partisan que ce ne soit pas l'OTAN qui commande les opérations dans leur totalité. Là, il ne s'agit pas de ça, vous le savez, puisque c'est une contribution sur une partie technique seulement, la partie logistique et technique. Et c'est mieux ainsi, me semble-t-il. La coalition, elle a un mandat de l'ONU. Lequel mandat de l'ONU est d'abord un mandat pour la liberté,
pour la démocratie, dans un pays où, je le rappelle, il s'agit d'un dictateur qui bombarde son peuple. Bon. Et donc, quel est l'enjeu qui est derrière? C'est que la communauté internationale intervienne militairement, puisque malheureusement il n'y a pas d'autre solution, pour permettre que le peuple libyen puisse se libérer du joug de ce dictateur. C'est la seule mission qui est celle de la coalition. Elle a, vous le savez, le soutien de toute la communauté internationale. Et je crois que c'est une occasion aussi de rappeler que ça a été à l'initiative de Nicolas Sarkozy. On a appris aujourd'hui la démission du chef du gouvernement portugais à la suite du rejet par le Parlement de son plan de rigueur. Ça nous ramène à la crise financière qui donc n'est visiblement pas terminée. Est-ce que vous craignez de nouveau des attaques des marchés financiers contre l'euro, puisque le Portugal va devoir demander une aide internationale? Je ne le souhaite pas. Vous savez qu'aujourd'hui même, il y a une réunion importante à Bruxelles. Je ne le souhaite pas parce que je considère que nous devons continuer sur la ligne qui est la nôtre et pour ce qui nous concerne, vous le savez, l'euro a montré sa solidité et c'est dû d'abord à la solidité des pays qui composent la zone euro. Alors c'est vrai que la démission de M. Socrates est une mauvaise nouvelle pour le Portugal, vu de mon point de vue de français, parce que l'effort de rigueur qui est engagé dans ce pays est évidemment indispensable. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe aussi, puisque au fond, oui, c'est un bien plan sûr, de rigueur mais qui ne passe pas. Bon, en même temps, je ne vois pas tellement d'autres solutions. Et donc il me semble, à l'image de ce qui se fait en Grèce aujourd'hui, que d'une manière ou d'une autre, nous devrons les uns et les autres poursuivre notre effort de rigueur. C'est valable aussi pour la France, comme pour les autres pays, l'Espagne, l'Italie, tous. Voilà. Jean-François Copé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un prochain talk.